la dernière chose dont on va vous parler aujourd'hui concernant Pargny, c'est l'école. Il y a une école dans le village, 4 bâtiments qui ont accueilli successivement cette école. Donc entre 1825 et 1869, 3 bâtiments ont été construits successivement, toujours visibles actuellement, et construits dans un rayon de quelques centaines de mètres autour du premier local scolaire qui était situé derrière le chevet de l'actuelle église. Donc dans les délibérations du conseil municipal successives, dans les archives, on trouve beaucoup de questions concernant l'école, et c'est là que M. Colomb a trouvé le document qu'on va vous présenter maintenant, qui est ce fameux règlement écrit à Pargny, à la plume, bien sûr, difficile à lire, et 26 février 1834, ça fait pratiquement 190 ans. Vous avez besoin de 3 dates. À gauche, celle qui concerne l'ensemble de la France, et à droite, celle qui concerne Pargny. On est depuis juillet 1830 sous le régime de la monarchie de Juillet, un régime, on va dire, un petit peu plus libéral que celui de la Restauration, une monarchie constitutionnelle qui n'est plus de droit divin, mais avec un suffrage censitaire extrêmement important. Il n'y a en France que 166 000 électeurs. Cette histoire-là n'a pas dû beaucoup concerner les habitants de Pargny. Par contre, sous ce nouveau régime, a été réintroduit l'élection des conseils municipaux. Alors, c'est aussi une élection au suffrage censitaire, mais un suffrage beaucoup plus large, puisqu'on pense qu'il y avait 2 à 3 millions d'électeurs. Et dans ce cadre-là, le maire de Pargny, qui est en place au moment où le règlement va être écrit, c'est M. Joseph-André Marchal, qui a été élu à la fin de 1831, et il a été nommé par le préfet au début de l'année suivante parmi les membres du conseil, parmi les membres élus du conseil pour une durée de 3 ans. Et alors, beaucoup plus important pour l'école, la fameuse loi Guizot, qui était à l'époque ministre de l'Instruction publique, qui impose l'ouverture d'une école de garçons à toute commune de plus de 500 habitants. Or, d'après ce que je vous ai dit, à Pargny, il y a déjà une école ouverte. Mais il accompagne cette première décision de toute une série d'autres mesures. Tout d'abord, des buts assignés à l'enseignement. Moraliser le peuple par le contrôle de l'Église, donc sur l'école. Consolider le nouvel ordre politique et social, tout juste installé. Et puis, et ça on va le retrouver tout le long du siècle, la nécessité de répondre à l'essor économique, et les prémices de la révolution industrielle font penser qu'on va bientôt avoir de plus en plus de gens sachant au moins lire, écrire et compter. Alors c'est une loi qui affirme la liberté de l'enseignement, aussi bien public que confessionnel. Les communes ont le choix d'instituer une école publique ou une congrégation peut ouvrir librement une école confessionnelle. Tout homme de plus de 18 ans peut devenir instituteur en présentant un brevet de capacité et un certificat de moralité qui doit être signé par plusieurs conseillers municipaux, le curé de la commune où il aura résidé au moins 3 ans. Et la loi Guizot pousse à la création d'une école normale par département pour la formation des maîtres. Et les départements de l'Est de la France sont dans ce domaine-là beaucoup plus en avance que les autres. Et l'école normale des Vosges a ouvert à Mirecourt en 1828. Et on a également créé un corps d'inspecteurs. Alors, à Pargny-sur-Bureau, ça a toujours été une école publique, mais qui n'est ni gratuite ni obligatoire. Par contre, il est prévu que s'il y a ce qu'on appelait à l'époque des indigents, le conseil municipal puisse éventuellement pourvoir à la scolarisation des plus forts, des plus pauvres, pardon. Alors voilà, vous avez 4 signataires de ce document, pris sur l'original. Le maire, c'est le Marchal qui est au milieu. Ici, Marchal maire,
Il a pris donc ses fonctions début 1832, il est charpentier, il a 54 ans, et s'il met maire en dessous de son nom, c'est qu'à gauche, vous avez François Marchal, son fils du maire, charpentier également. La suite, voilà, le revoilà ici. Donc il est accompagné de Nicolas Bastineau, c'est son beau-frère, ils ont épousé 2 sœurs, c'est un menuisier, le fils du maire dont je vous parlais tout à l'heure, et puis vous avez un seul cultivateur, le plus âgé, il a 64 ans, lui il a épousé la sœur de Nicolas Bastineau. Donc vous avez une petite, on ne peut pas dire aristocratie, mais vous avez un petit groupe de gens importants à Paris, qui sont des ouvriers, travailleurs qualifiés et expérimentés du bois, un seul agriculteur, tous liés par des liens familiaux. Une énigme, ben on ne voit pas la signature du curé, qui pourtant fait partie de ce conseil communal. Je pensais d'abord vous dire que la loi impose à la commune un local scolaire ainsi que le logement et l'entretien de l'instituteur. Et la commune doit s'assurer que le local soit vaste, bien aéré, avec un beau mobilier, un Christ, un buste du roi, des bancs, des tables. Ça n'avait pas toujours été le cas auparavant. Alors, dans un village qui a à peu près 500 habitants, un petit peu moins, qui n'a pas les ressources d'une commune, d'une ville, peut-on savoir à quoi ressemblait le local scolaire? Dans les archives départementales, vous trouvez pratiquement chaque année un état de situation des écoles primaires des Vosges qui donne pour chaque commune les effectifs, éventuellement le nom d'instituteur, puis toute une série de renseignements intéressants. Et le rapport de décembre 1834 souligne que le local scolaire de Pargny-sous-Mureaux est insalubre et insuffisant. Le manque d'air et d'espace, je cite, engourdit le maître et les élèves. Et c'est, toujours une citation, un obstacle invincible au progrès. Il y a alors 64 élèves dans la commune et vous avez une seule salle de classe. Il est vrai que l'été, il y en a moitié moins. En 1836, on note qu'il manque des tables et un tableau noir, que le logement de l'instituteur n'est pas bien disposé, et la commune veut construire une nouvelle école. Alors, je crois qu'il y avait une photo de l'école avant. Non, mais tant pis. Parce que l'école fréquentée en 1834, on peut toujours la voir à Pargny, elle existe, et elle est située derrière l'actuelle 1 rue de l'Église. Ben, vous l'aurez dans la publication écrite. Alors, ce règlement est composé de 11 articles. Les articles 1, 2 et 6 permettent d'aborder le rythme scolaire qui est adapté au milieu rural. Vous avez d'abord la longueur de l'année scolaire, pas de petites vacances intermédiaires, Toussaint, Noël, février, tout ça, ça n'existe pas. 20 jours à 1 mois de vacances au moment des récoltes. Non seulement l'année scolaire est plus longue, mais la semaine scolaire est longue. Il y a 5 jours de classe, du lundi au samedi, avec la coupure le jeudi. Le jeudi qui restera le jour de congé dans les écoles primaires jusqu'en 1972. Mais on travaille le samedi, matin et après-midi. Et alors vous avez, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, en cas de fête chômée pendant la semaine, ben, si Noël tombe un mardi, ben, à ce moment-là, le mardi, il n'y aura pas classe, mais le jeudi, on travaillera. Il n'est pas question de manquer une journée. Alors, je pense que l'article suivant, la journée de classe est aussi différente. On commence à 7 h le matin jusqu'à 11 h et le soir depuis 1 h jusqu'à la nuit. Donc j'ai calculé que ça faisait 9 h en hiver et puis donc de Pâques au 1er novembre, c'est-à-dire l'été, une journée de classe qui commence toujours à 7 h le matin, dans l'Angélus, je suppose, 3 h le matin, 3 h l'après-midi. Donc ça vous donne quand même des enfants qui vont à l'école pratiquement 2 fois plus d'heures qu'actuellement. Plus de jours et plus d'heures. Ils doivent être extrêmement savants. Les articles 5 et 9
vous donne les matières enseignées et évoque la question de la méthode d'enseignement. Donc d'après la loi Guizot, il met l'accent sur la lecture, l'écriture et les éléments de la langue. Il a même introduit une épreuve d'orthographe particulière à l'école normale, donc à Mirecourt. Et puis il insiste sur le système légal des poids et mesures. Or il semble à Paris qu'on ait un petit peu adapté ce programme, puisque vous avez, d'après cet article 5, l'histoire qui vient en premier, alors que dans la loi Guizot, c'est plutôt réservé à un enseignement dit supérieur, l'orthographe, le calcul, et puis, pas de poids et mesures, mais l'arpentage. Alors, le système des poids et mesures, le système métrique décimal des poids et mesures a été adopté en août 1793, mais il est extrêmement loin d'être passé dans la pratique. Il ne deviendra obligatoire que le 1er janvier 1840. Et il faudra encore plusieurs générations pour qu'il passe vraiment dans la pratique. Donc il fait partie du programme de l'école normale de Mirecourt, mais à Paris, on pense que l'arpentage, la technique de mesure de la superficie des terres, est beaucoup plus important. Et puis apparemment, à Paris, on met plus l'accent sur l'orthographe et le calcul. Alors, la méthode d'enseignement, l'instituteur n'a pas le droit de changer de méthode d'enseignement. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme méthode d'enseignement? Il y en avait trois. La première, qui est encore pratiquée, je l'ai vu dans les tableaux dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on appelait l'enseignement individuel. Alors, il n'y a pas de tables assez nombreuses, les enfants sont un peu entassés des bancs le long des murs, et ils sont appelés un par un auprès du maître, qui les interroge, qui leur fait épeler, puisqu'on commence par apprendre à lire en épelant, et pendant que le maître est occupé avec un enfant avec lui, tout le reste de la classe, ils peuvent être 60, 80, font un chalut monstre. Ce n'est pas une méthode très efficace. Donc vous avez un deuxième type d'enseignement qui va être, on va essayer de développer sous la Restauration et au début de la monarchie de Juillet. C'est une technique qui vient d'Angleterre. Les deux frères de Louis XVI ont passé leur exil en Angleterre. Ils ont trouvé cette méthode formidable parce qu'elle permet d'enseigner à un grand nombre de personnes, de jeunes, en même temps, 80, 100 personnes. C'est ce que si vous connaissez Charlotte Brontë et son roman Jeanne Eyre, c'est ce qu'elle expérimente quand elle est placée dans cette espèce d'institution. Donc les enfants sont divisés en groupes, mais ce sont les plus avancés qui enseignent aux plus jeunes. Et les maîtres ou maîtresses sont assis sur une estrade, ne prodiguent leur enseignement qu'aux moniteurs des groupes. Donc ils les font venir de temps en temps, leur apprennent un certain nombre de choses, et ce sont ces moniteurs qui enseignent après aux suivants, enfin aux plus jeunes. Donc c'est plus économique, on va dire. Est-ce que c'est plus efficace? Ça dépend comment est-ce que c'est venu. Et dans l'Académie de Nancy, en 1831, un concours a été ouvert. On propose une prime d'encouragement de 100 francs pour l'instituteur qui aura établi dans l'arrondissement la meilleure école d'enseignement primaire mutuelle dans un de ses cantons. La prime est importante, j'ai calculé qu'à l'époque ça faisait à peu près les 2/3 du traitement de l'instituteur. La méthode n'a jamais pris en France, et c'est la pratique que vous avez en dernier, celle des mises au point par les frères des écoles chrétiennes, qu'on appelle l'enseignement simultané, par classe d'âge, qui va finalement prévaloir. Le problème, c'est que dans les classes rurales, on ne peut pas toujours faire cette division en classes d'âge, et on pense qu'en fait, la pratique de l'enseignement individuel a dû continuer assez longtemps. Et à la fin de l'année où il avait établi cette loi, Guizot avait fait une enquête dans les 33 695 écoles de France, et il explique que l'enseignement, enfin le résultat, c'est pas lui qui a calculé, 28% des classes fonctionnent encore en enseignement individuel, les deux tiers en enseignement simultané et seulement 5 à 6%
en enseignement mutuel. Donc à Parny-sous-Mureaux, toujours dans les statistiques dont je vous parlais, l'enseignement individuel est pratiqué en 1820, mais avec Jean-Joseph Simonet, un instituteur qui est arrivé, il était né à Mont-les-Neuchâteau, arrivé entre 1836 et 1838, il est resté en place assez longtemps et c'est avec lui que le passage à l'enseignement simultané a été effectué. Alors l'enseignement est en fait très long parce qu'on apprend d'abord à lire, on n'apprend pas à lire et à écrire en même temps, on épelle les mots des textes disponibles, des livres de prière, des almanachs au début, et c'est dans un deuxième temps que vient l'initiation à l'écriture. Et donc les apprentissages durent plusieurs années, et souvent les enfants quittent l'école avant d'avoir complètement tout maîtrisé. Alors, un signe quand même que l'importance de la scolarisation a grandi. Les premiers véritables manuels commencent à être diffusés à ce moment-là. Hachette et Firmin Didot publient un alphabet et un premier livre de lecture à l'usage des écoles primaires en 1833. Et en février 1834 sont envoyés à chaque arrondissement des Vosges des tableaux de lecture, des petits catéchismes historiques, des petites arithmétiques et des alphabets et livres de lecture. Alors les articles suivants, voilà, les articles 3 et 4 précisent les droits et les devoirs de l'instituteur. Vous savez déjà que le maître n'a pas le choix de sa méthode d'enseignement. Il est très surveillé par le comité local, comme par l'Église, dont dépend le certificat de moralité qui est exigé. Mais dans les communes où l'enseignement n'est pas entièrement gratuit, ce qui est le cas parmi, c'est l'académie qui pourvoit les instituteurs. Alors ces obligations sont d'abord, et peut-être les premières, des obligations dans le domaine religieux. Prière matin et soir, et préparation au catéchisme. Prière au commencement et à la fin de chaque classe, avec les élèves à genoux. Et puis, il prépare la veille du catéchisme, il fait réciter aux élèves, et il fait faire des lectures aux petits. L'article 10 précise les motifs d'absence autorisés. Pas le droit de prendre un congé pour un enfant malade ou n'importe, il faut qu'il prévienne l'autorité locale. Et il a, vous le voyez, toute une liste de services qu'il doit à l'Église, messe haute, baptême, enterrement, accompagner le prêtre pour porter le saint viatique. Alors la formation des maîtres à l'école normale de Mirecourt est basée sur la religion et le restera jusqu'aux lois de Jules Ferry, 1881-1882. On y enseigne l'histoire sainte, le catéchisme du diocèse et la morale. Et les jours sont rythmés par les prières du matin et du soir et par l'assistance aux messes du jeudi et du dimanche. Mais on commence à voir le début du rôle de l'instituteur au service de la municipalité. Il est secrétaire de mairie. Donc, dans ce cadre-là, il lui est parfois possible de s'absenter à la demande du maire. Et à l'école normale, on apprend aux futurs instituteurs la tenue des registres d'état civil et comment faire un compte-rendu de réunion. Ça fait partie de leur formation. Alors l'article le plus long, c'est celui des punitions. Ça demande apparemment le moins d'explications. On n'a pas l'impression que ça date de 190 ans, parce que les élèves n'auraient pas changé. Enfin quand même, si vous regardez le numéro 3, l'écriteau de menteurs, indisciplinés, bavards ou paresseux, affichés autour du cou, un peu comme dans les régions bretonnes où les enfants étaient pris à parler breton, ils avaient le droit à l'écriteau. Bon, ça n'existe plus. Je pense que la mise à genoux pendant une partie de l'école, la récréation n'est plus pratiquée, sinon il y aurait une émeute chez les parents. Mais par contre, privé de récréation, retenu à l'école, l'exclusion, finalement, il n'y a pas trop d'autres changements. Alors, pour terminer, j'aimerais évoquer 3 sujets. Combien y avait-il d'élèves à Parny?
est-ce que les filles étaient scolarisées ou pas, parce que M. Guizot n'en avait pas parlé en 1833, et puis est-ce que l'instituteur était bien payé? Alors, d'après les états de situation que j'ai trouvés, pour lesquels j'ai des précisions encadrant la date de février 1834, donc 1820, 85 enfants scolarisés, mais toujours garçons et filles sont distingués. Donc, vous avez à droite le nombre d'habitants du village. Donc, 1835, 90 élèves, la population frise les 500 habitants. 46 garçons, 44 filles, donc on n'a pas un traitement des filles placé, enfin, différent de celui des garçons. Moitié moins en été. Et alors, 8 élèves seulement ont une scolarité gratuite, sont classés comme indigents. Et vous avez donc là les deux dates importantes. Alors, ce que je vous ai mis en dessous, c'est pour vous montrer que petit à petit, le village se dépeuple. Je ne sais pas si c'est l'arrivée du chemin de fer à Sionne, ou l'attrait de la ville à côté, ou le vieillissement de la population. Mais vous n'avez plus que 31 élèves en 1888, alors qu'à l'époque, on a ouvert une école pour les filles, on commence à se dire peut-être qu'il faudrait la fermer. Et puis, l'année de la fermeture de l'école, en 1992, 8 élèves, il n'y a plus que 185 habitants au village. Alors, l'école était-elle mixte? L'enseignement pour les filles était jugé bien moins important. Il était laissé aux mains des congrégations religieuses. Les religieuses n'avaient pas besoin de présenter un brevet de capacité. Mais dans la plupart des petites communes, la même école, la même salle de classe, on va dire, accueille les filles comme les garçons. Et pourtant, vous avez pas mal d'ordonnances qui rappellent qu'il faut les séparer. Alors, Guizot, qui dans sa loi de février, de juin 1833, ne parle que de l'enseignement pour les garçons, a eu les résultats de son enquête dans toutes les écoles primaires de France, et en avril 1834, il donne la consigne de diviser la classe en deux parties distinctes, filles et garçons. Et dans l'état de situation des écoles primaires de 1836, j'ai noté qu'à Pargny-sous-Mureau, il n'y a pas de cloison dans la salle entre les deux sexes, pas plus qu'il n'y a de sorties distinctes pour filles et garçons. Ils sont obligés de se côtoyer. Alors, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la construction de l'école pour les filles. Elle va être inaugurée en 1869. La première institutrice dont le nom soit connu, c'est en 1860, Mademoiselle Manière. Les filles et les garçons sont restés dans le même local. Donc, c'est en 1830, une circulaire de l'Académie de Nancy donne une première indication. Je cite: « Le traitement fixe annuel de l'instituteur est actuellement si modique que, même doublé, il serait à peine suffisant. » Pour Pargny, il a été voté pour une durée de 6 ans, 139 francs, il faut à peu près multiplier par 4 pour avoir une équivalence actuelle, et tout pas approximative. Mais alors, à cette rétribution fixe, c'est-à-dire qui vient de l'État, s'ajoute la rétribution mensuelle que verse la commune. Et la commune verse cette rétribution mensuelle en 2 fois dans l'année, au titre de chantre, sonneur et pour la remonte de l'horloge du clocher, 1,50 franc par mois versé en avril et en octobre. Et puis vous avez en plus ce qu'on appelle l'écolage. Je vous ai dit que l'enseignement n'était pas gratuit. L'écolage, c'est ce qui est payé par chaque famille par mois pour la scolarité de leur enfant. Mais c'est différent si votre enfant apprend seulement à lire ou également à écrire. C'est 30 ou 50 centimes. 30 centimes s'il apprend seulement à lire, 50 s'il est passé à l'écriture. Et la circulaire de l'Académie se termine ainsi, je cite: « On ne saurait craindre de trop bien rétribuer l'homme qui se dévoue à des fonctions si pénibles et dont vos enfants recueilleront tant de fruits. »
La loi Guizot garantit un minimum un petit peu plus important, 200 francs par mois, mais vous avez, je vous ai mis par titre de comparaison, un salaire moyen d'ouvrier à l'époque est 2 fois supérieur. Alors il y a différents exemples qui sont donnés dans les statistiques. Il y a toujours cet écolage qui va, quand les lois Jules Ferry vont être instituées, un enseignement gratuit, il y aura une perte de salaire pour les instituteurs qui n'auront plus ces petites rétributions liées à leur service à l'Église. Dans les cas que j'ai vus pour Pargny, on signale que par exemple Jean-Joseph Simonet ne prend pas de pensionnaire. C'était une façon pour les instituteurs de loger des élèves qui payaient une petite pension. Parce que la plupart des instituteurs sont obligés d'avoir une activité secondaire pour leur permettre de vivre. Une parcelle de terre à cultiver, une activité de géomètre, de greffier, et dans l'enquête Guizot, on en a même trouvé qui étaient aubergistes, voire barbiers, mais dans la salle de classe. Hein. Voilà, donc avec un simple petit règlement communal, on a pratiquement pu aborder tous les aspects de l'enseignement dans le premier tiers du 19e siècle, les méthodes pédagogiques, l'organisation de l'année, de la semaine de classe. Alors ce qui nous paraît quand même différent maintenant, c'est l'emprise de l'Église sur l'école qui n'existe plus. Les buts de l'enseignement, on va toujours retrouver la nécessité de s'adapter à l'essor économique, mais tout ce qui est moralisation du peuple a disparu. Donc les spécialistes, et il y en a qui en 2012, je crois, dans vos journées d'études vosgiennes, vous ont présenté les débuts de l'école normale de Mirecourt, expliquent que c'est le début de l'école moderne. On va avoir la loi Fallou en 1850 et puis un changement, si vous voulez, vers cette école plus moderne à laquelle on associe maintenant plutôt le nom de Jules Ferry. Voilà, je vous...